merci d'être venu pour la conférence sur le doublage pour cette Clermont Geek Convention numéro 1 du nom. Pour ce doublage, cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir 4 invités de marque. Ils sont venus à l'occasion de Saturday Man, donc on en reparlera durant la conférence. Vous connaissez sûrement leurs voix, vous avez dû les entendre, les écouter à la radio, à la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo, les publicités, enfin voilà, bref. Leurs noms vous diront peut-être quelque chose, leur tête peut-être moins. Donc là, vous allez pouvoir mettre un visage sur les différents comédiens de doublage. Honneur aux dames, Brigitte Lecordier. Merci Brigitte d'être là. Une fidèle. Bonjour. Clermontoise. Céline Monsara. Honneur aux dames. On enchaîne avec Philippe Ariotti. Bonjour. Et Vincent Ropion. Comme ça, à froid, je pense pas que ça parle à beaucoup, même si vous avez quelques indices sur l'écran. Alors, ce que je vous propose, on a exactement une grosse bonne demi-heure parce qu'il y a les aléas de transport en commun. Il faut qu'à 12h45, tout soit terminé pour les auteurs. Brigitte sera encore là cet après-midi, donc profitez-en, on va faire des questions-réponses à l'issue de la conférence. D'accord ? Alors, petite présentation individuelle, on parlera après du doublage en lui-même, Saturday Man et votre actualité. Ça vous va comme programme ? Ça vous va aussi ? C'est bon ? Allez, c'est parti. Donc, Brigitte Lecordier, on te connaît notamment grâce surtout à une série culte du Club Dorothée, Dragon Ball, toute la saga, car tu as doublé un certain personnage, le principal, Son Goku. C'est bien ça ? Et pas que d'autres. Prends le micro, ça sera plus simple. Hein. Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Trunks. Voilà. C'est 18, Videl, Kaioshin, et c'est tout. D'autres dessins animés, c'est toi qui fais la voix de Oui Oui, notamment, Oui. voire Oui. même de la mouche. Oui. Ce que j'ai lu, je savais pas, tu vois, je l'ai même pas reconnu. Babar, je sais pas. Babar et plein d'autres. Bon, je vais pas faire une liste de tout ce qu'ils ont fait. Ouais, Vous avez ça. Internet Ah, pour oui, voir tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous entendez au niveau sonore ? Parce que l'ambiance est... Ça va ? Bon, très bien. Vous nous entendez ? Vous entendez ? Là. Et là ? Ça va mieux ? Bien près du micro ? Bon, comme je vous le disais, on va parler individuellement de votre parcours. Donc Brigitte, avant d'être la comédienne de doublage qu'on connaît, tu as débuté comment ? Quel est ton parcours artistique ? Bien, en fait, moi j'étais comédienne, mais avant d'être comédienne, j'étais clown. Moi, je viens du cirque. Voilà, et puis du cirque, du sport. Et puis j'ai été. Le cirque, naturellement, va sur scène et va naturellement vers la comédie. Et puis la comédie va naturellement vers la voix, vers la radio, vers le doublage. Voilà. J'ai relevé une petite anecdote, Oui. C'est que tu as été invité au Japon grâce à Dragon Ball par rapport à la voix. Pour quelle raison as-tu été invité au Japon ? Eh bien, parce qu'en fait, au Japon, ils étaient très étonnés de la réussite de Dragon Ball en langue française. Et immédiatement, ils ont pensé que c'était grâce à ma voix. Parce que là-bas, les comédiens... Les seiyuu, comme on dit. sont des gens très reconnus. Et la dame qui fait la même chose, les mêmes rôles que moi au Japon, c'est une star énorme. Et du coup, ils ont pensé qu'ici, j'avais le même statut qu'elle et que j'étais une superstar, ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Aujourd'hui, Et que, on peut applaudir, vous pouvez. Et que voilà, il fallait me remercier comme ça. Donc j'ai passé 15 jours avec eux. On a fait une super émission de télé en français et en japonais avec Masako Nozawa, elle doublait Son Goku et moi Son Gohan, et puis après on a fait l'inverse. C'est assez rigolo quoi. Et ils jouent beaucoup, ils font beaucoup de jeux avec les voix. Les gens qui font des voix sont dans toutes les émissions de télé. Voilà. C'est plus reconnu qu'en France du coup. Comment ? Il y a une meilleure reconnaissance en quelque sorte ? Énorme. Et je suis allée en Islande grâce à Oui Oui. Voilà, j'ai voyagé, mais ma voix m'a fait voyager dans 2 pays plutôt chouettes. Très bien, merci Brigitte. On va laisser la... J'ai envoyé des cartes postales à mes amis. Hein. Ah bon, il confirme. On va enchaîner avec sûrement la voix la plus connue en France, Céline Monsara, qui est la voix officielle de Julia Roberts. Hein. Donc, merci Céline d'être également présente. On peut l'applaudir, Céline.
C'est certes la voix officielle du Julia Roberts, mais elle a doublé énormément. Il n'y a pas de voix officielle. Hein. Il n'y a pas de voix officielle, tu passes toujours un casting à chaque fois Non, mais comme tous mes camarades, je dis comme tous mes camarades, on n'est pas du tout, on peut du jour au lendemain comme ça être remplacé pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais donc il n'y a pas d'officialisation, officialisement. Et on t'a connu aussi pour de nombreuses voix dans de nombreuses séries télé, films ou autres. Je pourrais citer dans La Petite Maison dans la Prairie. Oui, bien sûr. Maureen Gals, c'est toi Oui, bien sûr. Ouais. Rôle de dame. Arnold et Willy aussi, j'ai relevé ceci. La sœur, Virginie Hamon. C'est de ma génération, désolé. Ouais, vous êtes tous de ma génération apparemment, donc ça vous parle. Beaucoup de dessins animés, donc notamment Bulma et Chichi dans Dragon Ball. Oui. Et Bulma Bulma et Chichi, oui. Tu mets le doute là. Tu as fait la Schtroumpfette. Je suis la Schtroumpfette. Tu es la Schtroumpfette. Et tu es aussi la voix d'Anastasia, le dessin animé américain, entre autres. Ouais. Pareil, je ne vais pas tout vous lister. Donc raconte-nous un peu ton parcours artistique avant de devenir la voix comédienne de doublage. Par quoi as-tu commencé? Moi j'ai commencé, comme tous les comédiens, par des cours de comédie. J'étais en province, je suis arrivée ensuite à Paris. Et puis c'est vrai que le doublage... un concours de circonstances a fait que j'ai commencé à doubler des films chinois, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de films de karaté, donc voilà. Et puis une chose en amenant une autre, je me suis retrouvée sur d'autres plateaux de doublage. Et puis c'est vrai que la chose que j'ai faite, c'était la petite maison dans la prairie. C'est ça qui a fait que ensuite on est venu me chercher. Et puis voilà. Bon. Comédien de doublage, on y reviendra, c'est pas un métier à part, hein, ils ont d'autres activités à côté. On va enchaîner avec Philippe Ariotti, s'il le veut bien. Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour à tous. Oui, donc merci à Philippe d'être présent aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous l'entendez? Bon, très bien. Donc c'est notamment la voix de Freezer, Satan Petit Cœur, Piccolo dans la saga Dragon Ball. Voilà, entre autres. Entre autres, et pour les amateurs des dessins animés, Nadia et le secret de l'eau bleue, ça vous parle? Oui. C'est Argon. Voilà, vous avez Argon devant vous. Donc je vais pas lister, tu as fait énormément de doublages pour les séries télé, films, etc. Oui, beaucoup. Et j'ai relevé aussi le successeur de Roger Carrel sur Hercule Poirot depuis l'année dernière. Oui, qui maintenant... Il y a encore 3 épisodes qui n'ont pas été diffusés, et donc ils vont être diffusés bientôt, je pense, sur TMC. Et donc la voix d'Hercule Poirot, j'ai pris la succession. Je n'ai pas dit que je remplaçais, parce que Roger Carrel est irremplaçable. C'est pas faux. Et de toute façon, il n'a pas une voix, Roger Carrel, il en a 50. Mais il avait aussi une voix extraordinaire dans celle de David Suchet dans Hercule Poirot. Et j'ai essayé modestement de me mettre dans la voix d'Hercule Poirot. Et je pense que d'après les échos, que j'y ai bien réussi. Et j'en suis très content. Voilà. Grand cinéphile, on peut applaudir, vous pouvez. Et du reste, David Suchet a joué aussi les grandes espérances de Dickens, que je vous conseille qui sont passés sur Arte. Et c'était également moi qui doublais David Suchet. Donc j'ai pris un petit peu sa succession. Et du coup, je lui ai écrit, il joue une pièce à Toronto et je vais aller le voir. Voilà. Très bien. Alors, raconte-nous comment tu es devenu comédien de doublage. Comédien de doublage, c'est très tard, en 88. Ça semble très vieux pour beaucoup, mais pour moi, j'ai commencé en 63, vous savez, alors... il y en a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas nés. J'ai commencé très tôt à suivre des cours de comédie. Et puis, comme j'étais très timide, je me suis dit, je vais suivre des cours de chant et ça va me booster. Et du coup, j'étais engagé presque tout de suite au Théâtre de Limoges comme choriste, jouant des petits rôles à 750 francs par mois à l'époque. Et comme je me débrouillais pas trop mal, on m'a donné des plus grands rôles. Et l'année suivante, je suis revenu soliste l'année suivante. Et puis, j'ai continué à faire ce métier de chanteur lyrique, en jouant des rôles très très divers. Je crois que je suis arrivé à 100 quand j'ai compté entre les opéras et les opérettes, quand je me suis arrêté de compter à 100. Et alors là, et par hasard, comme j'avais un très bon ami qui s'appelait Pierre Trabeau, disparu aujourd'hui, qui lui était un comédien extraordinaire et qui faisait beaucoup de doublage, il m'a proposé de venir écouter et de venir faire un peu d'écouter. J'ai suivi un stage de doublage et puis il m'a mis dans des petits rôles, dans des petits machins, et puis après, voilà, c'est Pierre Trabeau qui était Tortue Géniale, comme vous savez, et puis comme ça, j'ai commencé à faire du doublage, comme ça, des petits rôles, des petits machins, et puis après, voilà. Et depuis 88, non-stop. Et depuis 88, oui, à peu près non-stop, avec toujours
Des hauts et des des bas. Mais enfin, plus de hauts que de bas. Allez, soyons optimistes et soyons positifs, comme on dit maintenant. Merci Philippe, on peut applaudir. Et on va terminer les présentations par Vincent Ropion, qui est la voix de Nicky Larson. Ça doit parler à tout le monde. Bonjour. Même bonjour, aujourd'hui, bonjour, bonjour. Nicky Larson. Mais pas que, hein, beaucoup de séries également, animées. Tu as commencé dans Candy, dis donc. Oui, c'est ça. J'ai vraiment commencé, c'était en 76 et j'avais 14 ans. À 14 ans, Ouais. Et j'ai commencé sur Candy, à travers le rôle d'Anthony. d'Anthony, voilà. Ouais. Tu vois aussi de Pierrot dans certaines sagas de Il était une fois. Ah oui, bien Ouais. sûr, oui, bravo. Tu as fait aussi Ray dans le Collège Foufoufou ou encore Roberto Cedinho dans Olive et Tom. Voilà. Alors, Si ça te parle, parce que vous en avez tellement fait que certains titres ne doivent pas vous révéler quelque chose ou autre, peut-être des anecdotes et autres. Et j'ai relevé, parce que je suis assez amateur de Prince de Bel-Air, la série sitcom Ah oui. avec Will Smith. C'est toi qui as la voix de Jazz. Absolument. C'est Jazz que vous avez devant vous, hein. Mais Jazz, c'est un tout petit rôle dans Le Prince de Bel-Air. Oui, enfin tout est relatif. C'est un tout petit rôle, mais c'était très drôle parce qu'à chaque fois, on le jetait dehors. Et alors, il faisait... Ouais, c'est le seul truc qui a plu, hein, parce qu'il avait on le voyait quoi, 5-10 minutes, pas plus. C'est pas faux. Mais il a marqué. Personnage marquant marqué, et attachant. il a Ouais. Alors dis-nous, comment es-tu arrivé? Donc, combien de doublages? À 14 ans, c'était vraiment ton premier rôle? Non, Juste avant? Mon tout premier rôle, c'était Boy dans les Tarzans de Johnny Weissmuller. Donc c'était des vieux Tarzans en noir et blanc qu'on redoublait à l'époque. Et moi j'avais 13 ans. Et j'ai commencé par ça. Donc j'étais tout petit et on me mettait un cube pour que le micro, je sois assez grand pour le micro. Et c'est là où j'ai rencontré tous les grands du métier. Donc tu parlais de Pierre Trabeau, bien sûr. Il y avait Jacques Thébault aussi, qui faisait la voix de Steve McQueen. Et moi, j'étais môme, mais j'adorais ça. Je joue au théâtre aussi en même temps. Et après, à 15-16 ans, j'ai vraiment fait une école de comédie pour me sentir plus à l'aise sur scène et dans le métier de comédien. Et puis voilà, j'ai continué de fil en aiguille à faire ce métier-là et à tomber en 88-87 dans cette grande époque de manga avec le Club Dorothée où on faisait que ça avec le À la chaîne. À la chaîne, c'était voilà. Bon, on y reviendra. Donc, merci Vincent d'être présent. On peut l'applaudir également. Alors, le métier de comédien de doublage, c'est une facette de doublage. Pour info, le doublage est arrivé dans les années 30. Pardon ? Bon, le comédien de doublage est un élément du doublage, comme vous voulez. C'est arrivé, le doublage, dans les années 30 en France. L'arrivée de films étrangers, il a fallu doubler. C'est une spécificité presque française dans de nombreux pays. Même aujourd'hui, on ne double pas tous les films, séries qu'on voit, apparemment. Donc, dites-nous un peu... Donc, le métier de doublage, voilà, c'est un élément. Il y a beaucoup des métiers techniques dans le doublage, notamment le détecteur par rapport à la voix. Oui, directrice... Donc, je vais juste les citer. Il y a détecteur, adaptateur, sous-titreur, le comédien de doublage, ingénieur son pour le mixage, tout ça sous le registre, le chef d'orchestre, la directrice, le directeur artistique. N'est-ce pas, Bré? Oui, n'est-ce pas? Hein Oui et non. Enfin, il y a effectivement ce qu'on appelle les doubleurs, c'est-à-dire nos patrons. Nos patrons, c'est oui, il y a une différence entre comédien de doublage et doubleur. Qui vont employer, qui vont recevoir des films et ces films, il va falloir les traduire, puis les adapter. Et on va faire appel à des auteurs. Et puis les auteurs, alors aujourd'hui on a des bandes rythmo-électroniques, mais auparavant on avait et puis pour les 35 on a toujours des bandes rythmo écrites à la main, donc il faut des calligraphes, il faut des détecteurs pour placer le texte au bon endroit. Et puis il faut des comédiens, et effectivement il faut un ingé son et un studio pour enregistrer. Mixer tout ça, oui. Ouais. Donc du coup, comédien de doublage, comment on arrive à être comédien de doublage? On a entendu, écouter votre parcours jusqu'à présent. Il n'y a pas de parcours typique, il n'y a pas une école du doublage. Non. Voilà, c'est vraiment la comédie qui est vraiment l'accès, le tremplin. Bien sûr, bien sûr. Oui, il faut jouer la situation, donc il faut être comédien, quoi. Et du coup, quelles sont les qualités requises pour être un bon comédien? Il faut être beau, comme Beau?
Non, je sais pas. C'est quoi les qualités requises? Je crois qu'il faut être assez vif, parce qu'il y a quand même une question de rythme. Et puis, faut savoir lire. Faut avoir des bons yeux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être gentil. Faut pas sentir trop mauvais. Non, je sais pas. Tu sais, il y a toutes sortes de comédiens, et c'est ça qui est chouette, c'est que les comédiens, c'est une partie de la société, c'est-à-dire qu'on est tous différents, très différents, et nos qualités vont faire en sorte que, du coup, on va te prendre pour tel rôle plutôt que tel autre, etc. Et on va recréer une sorte de micro-société à tous nos caractères. Alors, il y a des gens qui sont très talentueux, qui sont très désagréables. Il y a des gens qui sont très agréables, mais qui sont un peu moins talentueux. Il y a toutes sortes de gens, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui fait un bon doublage, du coup? Ah, je ne saurais pas dire. Qui a la réponse? Un bon doublage, je pense que c'est un doublage qui ne se voit pas, quoi. Hein, qu'est-ce que vous diriez? Qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas. Pour, Qu'est-ce qui fait un bon doublage, à votre avis? C'est difficile de dire ce qui fait un bon doublage. Ça, c'est au public de nous le dire. Mais je pense que un bon doublage, comme dit Brigitte, c'est un doublage où on ne pense pas que c'est l'acteur qui... On pense que... Beaucoup de gens ne pensent pas, beaucoup de gens ne savent pas même que le film est doublé. Alors ça, on a l'impression que c'est l'acteur étranger qui parle en français. Et là, je crois que c'est réussi. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit, je pense. Donc c'est peut-être la résultante d'un bon casting aussi. Bien sûr. D'une bonne distribution. Et du coup, Céline, tu disais, j'ai fait l'erreur de dire que tu étais la voix officielle de Julia Roberts, mais le casting, comment se passe un casting? Comment on est dirigé sur un casting? C'est vous qui dirigez? On vous appelle automatiquement? Tout dépend bien sûr de la réputation, la renommée. Comment ça se passe, Céline? Dis-nous un peu. Moi, je peux vous parler pour ce qui me concerne. Moi, j'ai passé des essais, mais comme tous mes petits camarades. Bon, sur Julia Roberts, par exemple, j'ai évidemment passé un essai. Et puis, j'ai été choisie. Mais ça, c'est très, très subjectif. Pourquoi, moi, je veux dire que j'étais peut-être pas meilleure que... Si, sûrement quand même. Mais bon, voilà, tout d'un coup, il y a un truc qui colle au personnage et qui fait que c'est vous qui êtes choisi. Mais c'est très, très mystérieux. Hein. C'est la même chose, je veux dire, physiquement, quand on est acteur au théâtre ou au cinéma, parfois, on se demande bien pourquoi on a été choisi. C'est une chose qui peut nous dépasser, quoi. Donc, mais c'est en effet sur un casting, donc sur un essai. D'accord. Et du coup, il y a du son. Comment se déroule une journée de travail de comédien de doublage? Comment ça se passe? Alors après, c'est vrai qu'il y a une différence entre film, série, j'imagine, jeux vidéo. On va dire classique, une journée de travail classique de comédien de doublage. Vous arrivez sur le plateau, l'auditorium, tous ensemble, c'est séparé, il y a certaines pratiques. Ah, faut que je parle fort, c'est terrible. Ça dépend, parfois on est tout seul, on est de plus en plus tout seul, parce que maintenant c'est la stéréo qui exige d'avoir plusieurs pistes pour l'enregistrement. Alors souvent le comédien est carrément seul, on fait tout un film seul, c'est triste. Ou alors c'est une très bonne bande de copains et on fait le film dans la continuité. Et là je trouve ça très marrant parce que... Et ça se ressent? Ça se ressent, il y a une bonne ambiance. C'est pour des raisons... Je voulais préciser un truc sur un bon doublage pour moi. C'est vraiment un bon casting. C'est évident que si vous me prenez en exemple moi pour doubler Schwarzenegger, ça va pas être possible. Voilà. Alors ça arrive parfois. Et il y a un exemple, j'ai toujours été surpris dans La Grande Évasion. Il y a Telly Savalas qui est doublé par Guy Pierrot. Vous voyez qui c'est, Guy Pierrot, la voix de Bugs Bunny? Ah oui. Et ça, c'est une erreur totale de doublage. C'est pas possible. La voix de Guy Pierrot sur Telly Savalas, c'était... voilà. C'était un petit... voilà. Et donc du coup, dans l'auditorium, techniquement, comment vous êtes installés? On est debout. Toujours. En général, on n'est pas couché. On n'est pas dans des fauteuils, on est debout, il y a une barre avec un micro, un écran devant soi, mais je pense que tout le monde sait maintenant parce qu'on l'a beaucoup vu à la télévision. Voilà. Tout le monde voit comment se présente l'auditorium, le travail de comédien. Bon, on va pas plus en parler, surtout que le temps tourne très vite apparemment. Je vais vous demander quel est un peu votre meilleur souvenir ou le rôle le plus marquant en tant que comédien de doublage sur un film, série, peu importe. Difficile.
Le rôle le plus marquant, c'est difficile, vous savez, à dire, parce que moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le plus de cœur possible, et même les rôles qui ne me convenaient peut-être pas tout à fait, finalement, c'est quelquefois là-dedans où on était le meilleur. Alors, vous savez, c'est assez difficile à dire. Quelquefois, on n'est pas très très content de faire tel rôle parce que on se dit c'est pas pour moi, puis finalement, ça sort très bien, ou le contraire, vous savez. Donc, c'est difficile à dire. C'est très mystérieux le doublage, finalement. Très très mystérieux. Il y a une sorte d'alchimie entre l'image, le comédien de doublage et ça se fait comme ça. Et généralement, vous regardez avant la version originale pour voir le jeu d'acteur et autres. Oui, généralement, on regarde, pour s'imprégner. On écoute, surtout on regarde bien, on regarde les appuis, surtout les appuis que fait le comédien ou la comédienne à ce moment-là, et on essaye de se calquer à lui. Et généralement, ça marche. Moi, et quand c'est des dessins animés, c'est un peu différent, bien sûr. Ouais. Mais, et puis, dans un dessin animé, quand on fait le rôle depuis déjà quelque temps, on connaît, on sait ce qu'il faut faire à peu près. Brigitte, meilleur, pire souvenir, le rôle le plus marquant? En fait, je parlerai pas en termes de rôle, parce que moi j'ai vraiment aimé beaucoup tous mes rôles, j'adore jouer, je suis très ludique, et voilà, c'est mon plaisir. En revanche, je parlerai d'équipe. Pour moi, un bon doublage, c'est une super équipe. On est heureux de se retrouver. On fait un film, même dans Dragon Ball, on comprenait pas toujours tout ce qu'on faisait, mais on était hyper contents de se retrouver. Et je pense que c'est ça qui passe aussi dans le dessin animé, c'est cette espèce de bonne humeur qu'on avait à se retrouver, à faire vivre nos personnages, à s'épater les uns les autres. Moi, mon grand bonheur, c'était d'épater Éric Legrand, et Éric Legrand de nous faire le plus de clownerie possible. Et du coup, tout ça, vous le ressentez quand vous écoutez. Et voilà, et je pense que pour moi, c'est ce que je mettrai en avant. Pour moi, un dessin animé, un doublage, c'est surtout un dessin animé d'ailleurs. Après, en film, c'est encore autre chose. Mais pour moi, un super dessin animé, c'est une super équipe. Merci Brigitte. Vincent ? Meilleur, pire, anecdote aussi. Meilleur souvenir, moi vraiment c'est Nicky Larson, parce que encore une fois c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup à le faire. Ça m'a fait une renommée incroyable, ça m'a ramené beaucoup d'argent, c'est quand même c'est très important. Faut le souligner. Ah oui, faut être honnête aussi, c'est quand même sympa. Parce que c'est ça le doublage aussi, c'est très important, ça fait beaucoup de bien, parce qu'on est dans l'ombre, alors au moins qu'on ait une compensation. Exactement, travail de l'ombre. Et puis après c'est des rôles aussi qui sont plus rares, comme j'ai fait une fois Leonardo DiCaprio. Je ne l'ai pas gardé, mais c'était un très très bon souvenir, parce que c'est un film où il faisait un autiste qui s'appelle avec Johnny Depp, et j'ai pris un plaisir fou à faire ça, parce que c'était très bizarre, et voilà. On peut avoir des très bons souvenirs alors que c'est des films qui n'ont pas fait beaucoup de succès. Exactement, voilà. C'est le ressenti. Voilà. Et toi Céline? En animation, je pense en effet que c'était Dory dans Nemo, parce que le personnage était tellement particulier que c'était très très agréable, et la voix anglaise, Hélène de Généresse, faisait quelque chose de formidable, donc j'ai essayé de m'approcher de ce qu'elle faisait. Et puis pour la viande, ça rappelle un autre dessin animé, Pogno notamment. Sûrement Erin Brockovich, parce que d'abord le sujet était passionnant, et qu'on a pris beaucoup de temps, parce que c'est la première fois de ma vie que j'enregistre sur 10 jours pour un film, ce qui est... On s'en rend pas compte, oui, pour un film à long métrage. C'est 1-2 jours. Et en effet, comme dit Vincent, on est de plus en plus seul. Donc évidemment, on enregistre notre partie en un jour et demi, même quand on a un très grand rôle. Et donc là, on est parti 10 jours, on était tous ensemble. Et c'est vrai que c'est très important, quoi. C'est très important. Alors, vous êtes présents sur la Clermont Geek Convention, notamment pour Saturday Man. Comment est née cette aventure, Saturday Man? Comment tout le monde joue, hein? Ah, Brigitte, à l'origine? Je monopolise un peu là, non? En fait, Saturday Man, l'aventure de Saturday Man est née à Clermont-Ferrand. En 2010, lors de la convention Japan Event, première du nom. C'était ici. On avait été extrêmement bien reçus. et Samuel Busseret, le réalisateur de Saturday Man, avait fait en fait une chanson en fait genre
genre générique des années 80. Et donc, avait pris des comédiens pour faire le générique, mais pensait que ça serait chanté. Et donc, les comédiens, ils n'avaient pas pris les voix. D'ailleurs, c'était vachement plus facile pour tourner sans avoir à enregistrer ce qui se disait. Et puis, il s'est retrouvé avec ce film, et en fait, il s'est trouvé que ce film, tout le monde disait « mais c'est vachement bien, l'idée est drôle, etc. » Et que c'est devenu une série. Sauf qu'il n'y avait pas les voix, puisqu'il ne les avait pas prises. Et lui, il a pensé à nous demander, j'étais ici avec Éric Legrand, en disant « ça me ferait hyper plaisir d'avoir les voix sur mon film de tous nos héros des années 80, et notamment toute l'équipe de Dragon Ball. Est-ce que vous seriez partant ?» Moi, je connaissais pas Sam. En plus, il est roux. Il est étranger, il est belge. Il parlait pas vraiment comme nous. J'ai hésité. Et non, mais je lui ai dit, écoute, montre-moi ce que tu fais. Si c'est chouette, il n'y a aucune raison qu'on dise non, quoi. Et puis, il nous a montré son film qui était quand même assez amusant. Et puis, on est parti bille en tête, Eric et moi. Puis, on a emmené toute l'équipe, quoi. Voilà. Bon, et ben, aujourd'hui, ben voilà, tous les personnages, il a pu tourner d'autres épisodes. Ça a été produit par Ankama. Puis bon, là maintenant, on va changer de producteur pour continuer d'en faire. Et l'aventure est loin d'être terminée, du coup. Comment ? L'aventure est loin d'être terminée. C'est le début. C'est le début de l'aventure. C'est une chouette aventure. C'est une belle rencontre, je trouve, avec cette équipe belge. C'est très rigolo. Bon, il nous reste 10 minutes, je vais laisser la parole au public. Je pense que certains ont des questions à poser, donc n'hésitez pas. Qui veut poser la première question ? Si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner. Hein. Si ? Allez. C'est une question pour Philippe. Parce que, oui. Donc j'ai vu que tu avais contribué aux fiches de Monsieur Cinéma. Oui, alors j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette période. C'est un petit peu particulier, on s'en doute pas. Les fiches de Monsieur Cinéma, oui, j'ai été Monsieur Cinéma en 70. Hier. Et donc, oui, je suis resté les 10 semaines. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Pierre Tchernia qui animait cette émission. Et un concurrent, on vous mettait un concurrent, et si vous étiez plus fort que le concurrent qui était là, eh bien, vous reveniez en deuxième semaine. Et au bout des 10 semaines, c'était le maximum, et vous étiez viré de l'émission. Et je suis resté les 10 semaines. Du reste, si vous regardez, si vous tapez sur Google Pierre Tchernia, Mel Ferrer ou Philippe Ariotti, eh ben, vous pourrez voir, il y a un interview, on voit quand l'invité est Mel Ferrer, et on me voit répondre aux questions. Si ça vous amuse, vous pouvez regarder ça. J'avais la barbe, j'étais... Ah oui, la barbe, c'est original. Et voilà, et alors à ce moment-là, donc je jouais en même temps au Théâtre Marigny, je jouais le violon sur le toit au Théâtre Marigny, et c'était le jour de relâche, ça tombait bien, que j'enregistrais cette émission. Donc ça m'a apporté un peu de célébrité à l'époque, qui a bien passé depuis. Et voilà. Et alors, à la suite de ça, justement, Pierre Tchernia m'avait dit, puisque vous êtes très fort en cinéma, est-ce que vous voulez me rédiger ? Il y avait les fiches de Monsieur Cinéma. Et c'est là où j'en ai rédigé quelques-unes, mais des noms d'acteurs qui ne vous disent peut-être plus grand-chose, comme Arletty, comme Louis Jouvet, Pierre Freinet. Ça ne vous dit peut-être plus grand-chose. Ça n'a plus grand-chose à voir avec Dragon Ball. Mais enfin, bref, je les ai rédigés et je suis très content. Et voilà. Merci Philippe. Une autre question ? Ça va très loin, le micro. Donc, vous parliez de l'évolution dans le métier de comédienne doublage. Il y a eu surtout des évolutions techniques, mais comment vous ressentez cet apport technique par rapport peut-être à une perte humaine ou de personnalité dans le doublage? Je crois que c'est Vincent. On s'adapte, je crois. Vous savez, on est bien forcé de s'adapter. Enfin, je pense, je parle au nom de mes camarades. Il ne faut pas que je monopolise. Je crois qu'on s'adapte. Il est certain, comme disait Vincent ou comme disait Céline, c'est plus agréable de jouer tous ensemble tout le temps, en tout cas avec son partenaire. C'est quand même beaucoup plus agréable. Mais on s'adapte. Si on doit enregistrer tout seul, on essaie, et que la voix de votre partenaire est déjà enregistrée, on essaye de s'adapter et vice-versa. On s'adapte. Voilà. Merci. D'autres avis, Brigitte ? Non, je voulais vous dire que l'espèce de rouquin de Saturday Man, il est là-bas derrière.
Tu peux venir si tu veux. Viens. Dénoncé. Viens nous dire quelques mots sur cette Odeman. On en a parlé juste avant. On a dit du mal. Donc l'aventure est née à Clermont, apparemment, c'est ça? Ouais, l'aventure est née à Clermont grâce à Marcus. Vous avez parlé de Marcus ou pas? Non, pas cité. On s'en fout. Vous connaissez Marcus ou pas? Tout le monde connaît? Eh, vous les avez endormis ou quoi, là, vos gars? Est-ce que vous connaissez Marcus? Ah, voilà. Bon, ben voilà, oui, ça a commencé à... c'est bien, vous connaissez Marcus. Ben alors, ça a commencé à Clermont en 2011. Mais vous connaissez rien à l'histoire, en fait, hein. Ouais, en fait, il faut oublier tout ce qu'ils vous ont raconté, c'est que des conneries. Non, c'était en 2011. Alors Marcus nous a proposé de passer une bande-annonce à Clermont. Donc c'était dans le, on avait l'amphithéâtre. À l'étage. Ouais. On avait l'amphithéâtre à ce moment-là. Je confirme. Et vous avez super bien réagi. Je sais pas s'il y en a qui ont vu cette bande-annonce. Qui ce était jour-là. présent lors de la Qui première était édition Japan Wouh Event? Il y en a quelques-uns, attention. Oh. Ah, quand même. Et ils sont revenus. Et ils sont revenus. Eh ben, dites donc. Et voilà, qu'est-ce que... Bon, je vois... Eh ben oui, mais Non, j'ai rien à foutre ici, moi. En fait. Non, c'est juste en profiter. Elle a parlé de toi, Brigitte, donc... Elle a parlé... Oh, bah, Bien, gentiment d'ailleurs. Elle parle trop. Bon, on va continuer. Il nous reste Allez. 5 minutes maximum pour questions-réponses auprès des comédiens de doublage. Qui aurait une question? Ah, au fond, c'est parti. Bonjour, j'ai une question. Vous, comédien de doublage, que pensez-vous des artistes qui ne sont pas spécialisés dans le doublage et qui en font justement? Très bonne question. C'est une excellente question. Et j'espère que la réponse de mes camarades sera aussi excellente que votre question. Bon, vous parlez des dessins animés. Par exemple, avec certaines stars qui font Oui, n'importe. le doublage et qui ne sont pas C'est comédiens, ça. les animateurs, ou les sportifs. Moi, je trouve ça nul parce que ça n'apporte rien. C'est souvent mal fait. Et puis ça coûte beaucoup d'argent aux clients, aux distributeurs, pour rien. Alors que les grands dessins animés des années Walt Disney, 80-70, avec Roger Carrel et Francis Lax, Dominique Paturel, c'était extraordinaire. Ils étaient payés comme tout le monde. C'était pas des stars, des sportifs, et voilà, mais ça avait autant de succès. Est-ce que j'ai bien répondu? Voilà. En revanche, Il faut être les stars qui font du doublage, qui sont extrêmement bien payées, comme Elise Moon, Danny Boone, ça c'est très bien, c'est des comédiens. Donc c'est normal qu'ils demandent plus d'argent que nous. Parce que Spacey, c'est normal. Je serais connu comme eux, je ferais la même chose. Tu veux répondre? Une autre voix, une autre parole sur la question? Moi, je dirais aussi que c'est économique. Hein. On est dans une société quand même économique. Donc, effectivement, quand tu disais on travaille différemment, on est tout seul parce qu'il faut aller plus vite et parce que ça coûte moins cher. Et là, c'est pareil, c'est qu'on va prendre des stars parce que il va y avoir de la pub. C'est Et du marketing, qu'enfin, au journal télévisé et dans les autres émissions, on va parler des dessins animés. Alors que sinon, si c'est Philippe Ariotti, Brigitte Lecordier ou Céline Monsarrat, personne n'en parlera. Voilà. Et donc, c'est la réalité économique. Voilà. Donc, eux, ils n'y peuvent rien et voilà. Merci. Dernière question? Je crois que tu... Pour en revenir aussi au cinéma d'animation et au dessin animé un petit peu en général, il y a très souvent des catchphrases, des personnages qui vont avoir une phrase iconique, quelque chose qui correspond un peu à l'identité du personnage. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de travailler de manière plus précise, justement, essayer de trouver une phrase qui fait vraiment phrase d'accroche, qui existe souvent donc pour la version originale, ou alors quand vous faites un dessin animé, une création particulière, est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez en fait? Non, je dirais pas vraiment. C'est-à-dire que on a tous nos personnalités et c'est vrai que du coup, il y a des choses qui viennent justement dans le jeu ou dans l'amusement entre nous ou avec notre personnage, qui fait que d'un seul coup, tu trouves un petit gimmick, etc. Comme le tananana qui est devenu. Le quoi? C'était Le quoi?
Ouais, bah ça, Merci Brigitte, on peut applaudir. ça c'était un petit joke avec Éric Legrand. Hein. Voilà, c'était la musique de la pub entre les comment. Ouais, voilà. Hey, catch. Et du coup, bah voilà, on s'est amusé comme ça et c'est devenu un truc. Après, j'entendais ça dans la cour d'école qui était juste derrière chez moi. C'était rigolo, quoi. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que ces petits gimmicks se trouvent. C'est jamais écrit à l'avance, ou alors l'auteur est vraiment très très fort, quoi. Mais les gimmicks, tu les trouves en jouant, en t'amusant. Merci. Alors, une toute dernière question, il nous reste 2 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est une question qui risque d'être un peu redondante parce que pour moi, c'est la première fois que je viens à une conférence de comédiens de doublage. C'est comment voir la position de comédien de doublage, sachant que vous êtes tout le temps en second plan, alors que vos voix ont fait vivre des générations et des générations. Dans le sens que, moi, de mon côté, en tant que personne qui ait connu les séries animées quand j'étais tout jeune, vos voix resteront dans ma tête et m'ont fait vivre quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me dis que quelque part, le fait que vous viviez un peu dans l'ombre est dommage. Donc vous le ressentez comment ? Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je suis ravie de vous avoir fait vibrer petit, car vous avez bien grandi. Mais dans l'ombre, je suis pas d'accord avec ça. On est toujours présenté comme ça, mais pourquoi dans l'ombre ? Quand on fait de la radio, les comédiens qui font de la radio, on les appelle pas les comédiens de l'ombre. Donc je trouve que c'est assez péjoratif et je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors je sais pas si mes camarades me suivent là-dessus, mais non, c'est une activité, c'est une branche de notre métier. Alors c'est un métier, on est derrière un micro et on ne connaît pas. Mais si vous allez au théâtre, vous verrez nos bobines, ou si on a la chance de tourner, vous nous verrez sur des écrans. Donc non, je sais bien que c'est une chose qu'on dit et redit, mais moi je trouve qu'elle n'est pas juste, cette chose-là. Voilà. Notre avis, Vincent ? Oui, et puis c'est marrant parce que en France, il y a un esprit de starisation. Et dès qu'on n'est pas star, on est un peu considéré ou dans l'ombre, ou ringard, ou... Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, il y a des tas de comédiens qui n'arrêtent pas de travailler dans les théâtres complètement méconnus, qui sont des théâtres de province, hein. Mais c'est une passion, c'est leur travail. C'est-à-dire qu'en France, il y a une espèce de... On veut être star à tout prix. Et moi, ça me gonfle, ça, parce que je trouve que le doublage, je suis d'accord avec Céline, on n'est pas dans l'ombre. On se marre vraiment, il y a des rôles qui nous intéressent, parfois il y a des rôles qui nous plaisent moins, mais je pense que certaines stars aussi doivent faire des films qui leur plaisent moins aussi, hein. Donc non, c'est un vrai plaisir. Mais c'est une bonne question, je trouve que c'est pas... Très bonne question. Hein, c'était bien. C'était très bien, je pense que... De toute façon, il faut bien dire qu'il n'y a pas de comédien de doublage, ça n'existe pas. On n'est pas comédien de doublage, on est comédien ou on n'est pas comédien. Et le terreau, le centre, c'est quand même le théâtre. Et les comédiens font, à part quelques exceptions très très rares, tous les comédiens ont commencé par le théâtre. C'est leur métier. Et Roger Carrel vous dirait la même chose. Il a fait combien... Dieu sait s'il a fait du doublage et 50 voix. Enfin, je prends Roger Carrel parce qu'il est un peu emblématique. Il a fait des tas de choses. Mais il a joué un nombre de pièces. Est-ce que vous pourriez me citer une pièce qu'a joué Roger Carrel ? Peut-être pas. Et pourtant, il a peut-être fait 5000 représentations. Donc, on est avant tout comédien. Et c'est le théâtre qui nous forme, après on se spécialise plus ou moins à la radio, comme dit Céline, plus ou moins au doublage, plus ou moins au cinéma, si on a la chance, plus ou moins à la télévision, ça dépend. Mais avant tout, on est comédien. Et après, bon, quelquefois, une branche, une activité prend plus le pas sur autre chose. Alors, il y en a qui font plus de théâtre et qui font pas du tout de doublage. Il y en a qui font du doublage et qui font presque plus que ça. C'est tout. Mais je crois que j'espère avoir répondu vraiment à votre question et avec avoir complété celle de Céline et celle de Vincent. Voilà. Merci à vous quatre, on peut les applaudir. Merci Brigitte, Céline, Philippe et Vincent. Et un petit mot pour Brigitte, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est je voulais vous dire que j'ai une actualité sur laquelle j'ai besoin de soutien.
J'ai fait avec la voix que vous connaissez de Brigitte Lecordier, j'ai fait des canulars téléphoniques et ça s'appelle Allô, c'est Ninou. Ça passe sur Canal+, mais comme c'est crypté, on peut en voir quelques-uns sur la page Facebook Allô, c'est Ninou. Et j'ai besoin qu'on aille cliquer sur cette page, la liker et la partager. Donc si vous pouvez mémoriser Allô, c'est Ninou, allez écouter les sketchs. Ça a été mis en dessin par un réalisateur qui est génial, qui s'appelle Nicolas Guillotto. Et j'en suis très fière, c'est mon actualité du jour. Voilà. C'est mon bébé. C'est son bébé. Eh ben on ira tous ce soir. Merci à vous, vous avez les impératifs de transport en commun. Néanmoins, vous pourrez retrouver encore Brigitte l'après-midi sur le stand de Saturday Man, entre autres. Merci, à bientôt. Merci à vous. Et puis on enchaîne après dans 10 minutes avec la conférence sur une mystérieuse cité d'or.